On est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse pour ce nouvel épisode du CQFR. Shai, 6 matchs au programme la nuit dernière et une lourde défaite pour les Lakers, battus 134 à 93 par le Miami Heat, 41 points d'écart. Alors LeBron James pour le coup a été plutôt bon, il a retrouvé son adresse. Alors, il a pris juste 4 tirs à 3 points, mais il en a mis un cette fois-ci. Donc la série s'est arrêtée à 20 ratés consécutifs, c'était bel et bien 19 l'autre fois et du coup là c'est monté jusqu'à 20. Mais 29 points et 8 passes de LeBron James, par contre, tout autour, c'était le désert et grosse défaite des Lakers. Déjà presque une remise en question finalement pour l'équipe de J.J. Redick. Ouais, ça fait, c'est 6 défaites en 8 matchs 6 défaites en 8 matchs, et le plus inquiétant, c'est que sur la moyenne, l'écart moyen de points sur ces défaites, c'est 21 en faveur de l'adversaire, ils sont à plus 21, donc c'est pas des défaites serrées. Défensivement, ça va pas du tout. Avant, Anthony Davis arrivait un peu à être l'arbre qui cache la forêt. C'est plus du tout le cas. Il y a des largesses défensives assez dingues. Le Heat, par moment... Le Heat a battu son record de passes décisives sur un match dans l'histoire de la franchise déjà, 42. Il y a des périodes où ça défendait plus du tout. Tyler Hero sur le troisième carton, il met 4 paniers à 3 points de suite, c'est assez dingue. 31 points au final, très très bon match de sa part, et les Lakers sont pas sur une bonne période. J.J. Redick a un peu tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il n'avait pas l'impression que les Lakers étaient un groupe, que ce soit sur les temps morts, en dehors, certes il avait sa part de responsabilité, mais que les joueurs devaient aussi de leur côté, qu'ils pouvaient pas être à leur place en fait. Il a dit moi je peux pas aller sur le terrain pour communiquer, pour parler, pour jouer tout simplement, donc il faut aussi que les joueurs se responsabilisent, surtout dans un groupe où tu as des joueurs quand même expérimentés entre LeBron, Anthony Davis et les autres qui sont plus des jeunes premiers non plus. Donc c'est pas une période très encourageante pour les Lakers. Bon, ça permet les blowouts. Le seul avantage pour les Lakers, c'est que du coup, on peut voir Ramel Traoré jouer un petit peu. Ouais. Il a joué 13 minutes. Ouais, 13 minutes, 4.5 rebonds. Bon, c'est le seul point positif parce que derrière, sinon, c'est très très compliqué. 134-89 le score, c'est-à-dire que tu prends énormément de points et t'en mets très peu. 93, pardon. Mais ça revient au même. C'est le constat exactement le même. Tu mets moins de 100 points et t'en prends plus de 130, c'est compliqué. Puis Anthony Davis, c'est nettement moins tranchant que lors du début de saison. Là, ça fait plusieurs. Alors, il a eu un bon match contre Utah où il met 33 points, mais au-delà de ça, on est sur des matchs à 8 points, 12. Regarde, c'est simple. Depuis son match à 39 points contre Orlando le 22 novembre, depuis, il y a 14 points contre Denver, 25 contre Phoenix, mais lors d'une défaite, 19 points San Antonio, 15 points au KC, 33, 12, 8. Bref, il y a eu une petite baisse de régime quand même par rapport à un début de saison qui était canon. Donc, un peu de fatigue. Et puis, je pense que les Lakers, ça manque de talent, ça manque de joueurs polyvalents, qui sont capables de vraiment d'impacter des deux côtés du terrain. C'est une équipe moyenne, en fait. C'est une équipe moyenne avec deux grosses individualités, mais qui reste une équipe moyenne, je pense, au final. Dans les joueurs polyvalents qui leur manquent, tu as le cas de Jared Vanderbilt qui avait bien apporté sur la demi-saison sur laquelle il est arrivé, sur la première, là. Ses problèmes de blessure, ses problèmes physiques sont quand même impactants, je trouve. C'est le genre de joueur qui pourrait apporter un peu de liant, mais qui malheureusement n'est pas disponible. Je sais pas de quelle manière ils peuvent rebondir, parce que s'ils doivent attendre qu'Anthony Davis fasse des performances monstrueuses, que ça peut pas être suffisant à l'Ouest. Ils avaient bien démarré en plus, quoi. Ils avaient plutôt bien démarré. Là ils rentrent dans le rang parce que d'autres équipes jouent enfin à leur niveau, et parce que eux, au bout d'un moment, ça cale. C'est le vrai premier gros défi. De quoi, pardon ? Non, je suis désolé, je pensais à voix haute. Oui, c'est le premier gros défi pour J.J. Redick, t'allais dire ? Ouais, c'est ça, parce que jusqu'à présent, on se disait c'est plutôt un début correct. Là, ça commence. Enfin, on sait qu'à Los Angeles, ça va très vite. On sait qu'il y a des gens qui sont prêts à lui mettre la pression parce que c'est un ancien joueur, parce qu'il a eu le poste tout de suite sans être passé par la case coaching. Les rumeurs commencent déjà à dire qu'il y a des joueurs au sein du groupe qui sont un peu mécontents de sa manière de procéder. Bon, c'est premier challenge, première petite tempête. Ça reste les Lakers sont pas encore un bilan alarmant, mais finalement ils sont en train de revenir là où on les avait un peu pressentis en début de saison, mais c'est pas ce que eux souhaitaient, quoi. C'est ça. Ouais, je me souviens quand il est arrivé, J.J. Redick, il a dit que c'était effectif, qu'il était capable de jouer le titre, ce qui est une belle phrase de communicant politique, ce qui est loin d'être la vérité, et on le voit évidemment. Oui, je disais, il manque aussi Austin Reeves. C'est vrai qu'Austin Reeves est aussi absent, il est blessé. Ça compte. Ce qui me fait beaucoup rire, sur la feuille de marque pour Bronny James, il est marqué Did not play parce qu'il est blessé au talon d'Achille. Ah oui, c'est ça, sans doute. Bref, pardon, c'est la hate un peu gratuite.
Non, moi je pense qu'en fait cette équipe elle est moyenne et tu as raison, elle revient à sa place quoi. Elle revient à sa place et sa place c'est d'être dans le ventre mou de la conférence Ouest et essayer de se battre pour un spot en play-in. Et voilà, et à partir de là, espérer éventuellement accrocher les playoffs. Ouais. Bon, là, là, pour le coup, en plus, ils sont tombés sur un soir où Miami était bien dedans, où Mm. collectivement ça a très bien joué. En plus du coup de show énorme de Tyler Hero, les autres ont bien joué. Butler a pas eu besoin d'en faire beaucoup offensivement, mais je trouve qu'il a très bien défendu. Il y a un joueur qui est bien en ce moment aussi, que c'est jamais le joueur dont on parle le plus, mais Haywood Highsmith fait une bonne saison, je trouve aussi, dans ce rôle qu'on évoquait pour Vanderbilt, tu sais, de joueur liant qui met ses 3 points quand il a les opportunités, qui défend bien. Voilà, C'est vrai. ça tourne là, ça tourne correctement pour Miami. Là, sur ce match-là, en tout cas, je les ai trouvés vraiment bien. Yes, allez, fin de série pour Milwaukee après 7 victoires de suite. Défaite contre Atlanta qui pour le coup gagne son 5e match consécutif. Victoire des Hawks 119-104 contre les Bucks. 23 points, 13 rebonds, 5 passes, 2 interceptions pour Jalen Johnson qui était comme d'habitude un peu partout. Il commence vraiment à monter en puissance au sein même de cette équipe des Hawks. 20 points de DeAndre Hunter, toujours aussi bon sur ce début de saison. 12 points, 5 rebonds pour Zachary Xaché en 19 minutes. Ouais, belle victoire des Hawks. En face pour les Bucks, il y a eu Yanis à 31 points, 11 rebonds, 5 passes, 25 points pour Damian Lillard, mais derrière, c'était un peu le désert. Ah, les Bucks en back-to-back contre une équipe d'Atlanta à nouveau très très plaisante collectivement, c'était bien parce que tout le monde a contribué. Ils ont tous, je sais pas combien de joueurs, si t'as le box score, combien de joueurs qui ont 10 points Ouais. en plus, mais 10 c'était. points en plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, voilà, le partage du ballon et des tirs a été bon. Et le match a été à sens unique, hein. Ils ont eu jusqu'à 20 points d'avance, il me semble, Atlanta. Ils n'ont pas du tout été en difficulté. Et pour le coup, Milwaukee a été moins fringant que ces derniers temps, ce qui n'est pas non plus anormal quand tu es en back-to-back et que tu es sur une grosse série de victoires. Physiquement, il y a peut-être un petit contre-coup à un moment, et quand tu joues contre une équipe assez jeune, dynamique et qui a envie de te rentrer Ouais, dedans, équipe. comme le sont les Hawks, avec 5 victoires de rang, comme tu l'as dit, c'est pas facile. On va pas les juger là-dessus, je pense. Ils étaient sur une très bonne série, et bon, ça m'étonnerait pas qu'elles reprennent après sur je sais pas leur calendrier, mais je pense que ça devrait aller. Je suis pas trop inquiet pour Milwaukee, mais les deux équipes, quand même, je crois qu'au classement, elles sont un peu au coude 5 à et coude. 6e. Voilà, 5 et 6e respectivement. c'est 5e Milwaukee, 6e Atlanta. c'est intéressant. Voilà. Mais je vais plutôt mettre en avant la belle performance des Hawks plutôt que la défaite et la fin de série des Bucks. Je pense à Atlanta continue d'être une des équipes sympas de ce début de saison dans la conférence Est, avec toujours ce temps de jeu qui peut sembler frustrant pour Zachary Xaché. Il est toujours titulaire, mais ils ont besoin aussi de faire jouer d'autres gars qui sortent du banc. Donc, Hunter est excellent en plus. DeAndre Hunter, très très bon. J'ai vu, ouais, il a fêté ses 27 ans l'autre jour. C'est pareil, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'il est là, et c'est peut-être la bonne année, que ce soit pour. À la base, je l'imaginais peut-être dans un scénario de trade, mais finalement, si Atlanta joue le coup pour la qualification directe en playoff, ça a plutôt du sens de le conserver. Je partage ton avis sur le fait que c'est plutôt Atlanta, enfin qu'il ne faut pas s'inquiéter Mm. pour Milwaukee. Sur ce match, ce qui se passe, c'est que tu as quand même Yanis et Lillard encore à leur niveau, donc tu sais que ton duo tient la baraque, même si Yanis a raté beaucoup de lancers francs. Il fait Mm. 15 sur 26. Ça n'aurait pas forcément changé l'issue du match, mais c'est quelque chose à travailler chez lui. Il a encore un mauvais pourcentage de lancers cette saison. Enfin, mauvais, oui, si. Il est en dessous des 70% et c'est problématique. Par contre, ce qui se passe, c'est que c'est un match où personne ne met dedans de loin, vraiment. Alors, les Hawks non plus, hein, mais on sait que pour les Bucks, c'est la recette. Ouais, on l'a dit C'est hier, ouais, c'est ça. Mm. Lillard au top et derrière des 3 points. Et dès que ça va tomber dedans à 3 points, Milwaukee va être très dangereux. Parce que du coup, tu sais plus quoi faire pour défendre. Là, les Bucks sont pas mis dedans. Tu vois, ils finissent à 15 sur 45, donc c'est pas catastrophique quand tu sais que les Hawks en plus en mettent que 9. Mais c'est pas. Il leur faut un plus gros volume. Les Bucks ont besoin d'un plus gros volume pour certains jours sans, sauf s'ils se mettaient vraiment à défendre comme des chiens, ce qui n'était pas le cas. Et en parlant de défendre comme des chiens, les Timberwolves ont limité leur adversaire sous les 100 points pour la 3e fois de suite et ils ont carrément limité les Clippers à 80 points à Los Angeles. Ouais. Victoire de Minnesota 108-80, 3e victoire de suite, ça va mieux pour les Timberwolves. Comme quoi, bon, moi je sais toujours pas quoi penser de cette équipe des Wolves. Je trouve qu'elle peut très vite basculer dans l'adversité. Quand elle est face à l'adversité, elle peut très vite s'effondrer. Mais là, il y a eu le réveil et les mots d'Anthony Edwards qui a. Je vais d'abord parler de ça. Tu vois, il a quand même, après, dans cette fameuse phrase où il dit ouais, c'est une honte que les fans nous sifflent, moi, j'ai pas vu ça vraiment comme un clash complet envers les fans, parce que toutes les quotes étaient plus longues et ça tournait vachement autour de l'équipe, et à chaque fois, il s'incluait lui en premier dedans, il prenait vachement ses responsabilités en mode on est des bébés,
on n'arrive pas à se parler, on sait que se critiquer, on sait aider et on n'accepte jamais la critique. Moi, le premier, on fait pas les efforts. Et tu vois, à chaque fois, à chaque point, que ce soit l'attaque, que ce soit le machin, il disait toujours moi inclus, moi le premier. Et mine de rien, ces mots ont eu de l'écho parce que depuis, c'est 3 victoires de suite. Et ouais, Minnesota qui a retrouvé son énergie défensive. Donc là, sur cette victoire, il y a 20 points de Julius Randle, il y a 16 points d'Anthony Edwards qui était un peu maladroit, mais qui a encore mis 16 points avec 4 interceptions. Et il y a 8 points, 9 rebonds, 7 passes, 5 interceptions pour Rudy Gobert. Gros match de Rudy, un match très actif de Rudy. Ce que tu as dit, c'est tout à fait juste. On l'avait déjà dit un peu après leur précédente victoire. Quand ça va pas, tu te remets à faire les choses que tu sais bien faire. C'est comme ça que c'est de là que ça part. Et les Wolves le font très bien. Il faut se rappeler que l'année dernière, certes, l'équipe était un poil différente parce qu'il y avait Kat et pas Randle, mais Kat n'était pas quand même c'était pas le point d'ancrage de leur défense. On est d'accord, c'est pas lui qui apportait qui faisait des Wolves une équipe très forte défensivement. Mais je trouve que l'année dernière, on l'a pas mal dit, mais c'était une des défenses les plus impressionnantes que j'avais vues depuis très longtemps, même en play-off d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont allés loin. Et ça me paraît finalement logique de revenir à ça et de d'abord bien défendre pour après reprendre confiance en attaque, c'est basique, et ça ne m'étonnerait pas que Chris Finch ait simplement insisté là-dessus, tout bêtement. Donc faut voir s'ils vont faire ça jusqu'à la fin de la saison en bétonnant et puis en espérant juste marquer un peu plus de points que l'adversaire. Et peut-être qu'à un moment, ils retrouveront un équilibre où l'attaque est aussi bonne que l'année dernière. Voilà, cette nuit, Randle fait un bon match en attaque aussi. Voilà, c'est plutôt bien. Moi, je trouve que ça peut passer par là et Minnesota peut grappiller des places petit à petit, revenir à une place qui est plus logique par rapport à ce qu'ils nous ont montré l'année dernière, quoi. Yeah. Là, avec 3 victoires de suite, ils sont 11e à l'Ouest. Ouais, il y a du taf encore, mais c'est toujours à la 5e place de l'Est. Ils sont dans la bonne direction en tout cas. Si c'est comme ça s'ils sont assez patients pour faire ça plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je pense qu'ils reviendront dans la discussion dans le top 6. Il manquait Norman Powell du côté des Clippers, c'est marrant, dès qu'il n'est pas là, c'est plus la même puissance. Ouais. Bon, là, les Clippers, ils nous ont montré plein de bonnes choses récemment, mais là, c'était pas le. Il était à 40 et quelques points dans le 3e quart-temps. Ouais. En milieu de 3e quart-temps, ils avaient mis 40 points, Minnesota était déjà à 80 et 40 points d'écart. Ouais. Harden à 1 sur 10 aussi. Enfin, était pas dans un. On a dit plein de bonnes choses sur lui récemment et il s'est dit allez, je vais refaire un petit craquage. Bon, après, c'est pas sur l'adresse qu'il est bon cette année, hein, c'est sur tout le reste, mais. Bon, un petit contretemps pour les Clippers qui étaient sur une bonne série. Ils étaient en back-to-back aussi, si je ne m'abuse. Ou je me trompe. Oui, non, ils étaient en back-to-back. Voilà, allez, on va pas les blâmer. Bravo Minnesota et continuez comme ça pour la défense. Je pense que c'est le bon chemin. On va couper l'extrait, on l'enverra à Chris Finch. Voilà, je pense qu'il attend que ça. Il attend que mon avis de mec qui n'a jamais joué au basket en club. Je pense qu'il s'est dit s'il le dit, c'est que c'est bon. Les petits gars de basket session là, ils nous cassent les couilles. Allez, Orlando a battu Philly 106-102. Grosse perf de Franz Wagner qui a mis 35 points en plus de ses 7 rebonds. Il a pris en main le Magic qui rebondit tout de suite après sa défaite. Les Sixers, il n'y aura pas de 3e victoire de suite. Il manquait Joel Embiid pour revenir vendredi. Il manquait Paul George. Mais il y avait Jared McCain qui a mis 24 points, il y avait Tyrese Maxey, et il y avait un très bon Gershon Yabusele, 15 points, c'est trop bon, 4 passes, mais ça n'a pas suffi, du coup, victoire du Magic. Ouais, alors les Sixers ont perdu, certes, mais compte tenu de l'absence de Paul George, qui était au repos, enfin préservé, parce que voilà, avec sa blessure, ils ne peuvent pas trop lui faire enchaîner les matchs, et d'Embiid, et du fait que Maxey a été maladroit, parce qu'il shoot à 7 sur 19, ils sont pas passés si loin que ça d'une nouvelle victoire, les Sixers, donc en ça, c'est plutôt encourageant. Tu l'as dit, Gershon a été très bon. McCain qui vient juste d'être récompensé du titre de rookie du mois, si je ne dis pas de bêtises, à l'Est, continue de faire de bonnes choses. Orlando a, là non plus comme au dernier match, pas très bien joué, mais un peu mieux quand même que contre les Knicks, et ça a suffi. Wagner il fonce vers une sélection pour l'All-Star Game à 35 points, c'est ça. Ouais. Je pense que là, c'est... il est à 24,5 de moyenne. Je pense qu'il a même déjà... Sa place est déjà... Voilà. Au sein d'une équipe qui est 3e de la conférence, ça devrait le faire. Mais voilà, pour les Sixers, voilà, il y a des petits signes, comme je l'ai dit l'autre jour, des signes de vitalité qu'on a vu progressivement chez Milwaukee, parce que leur trajectoire, je les compare forcément, c'était les deux équipes complètement en galère en début de saison. On a commencé à avoir des signes de vitalité chez les Bucks, on en voit quand même un petit peu chez les Sixers. Est-ce que ça suffira? Eux, ils ont la problématique ils savent pas si du jour au lendemain ils peuvent compter sur leurs 2 meilleurs joueurs, c'est pas forcément le plus confortable. Ouais, c'est la grosse différence avec Milwaukee. Tu sais que tu auras
plancher qui va être atteint parce que tu as Lillard et Giannis sur le terrain. Les Sixers, dans la semaine, t'as pas la même équipe une fois sur deux. Tes stars sont pas aussi. Forcément, elles prennent pas le même rythme, du coup, vu qu'elles jouent pas autant. Embiid a un rendement inférieur à celui de Giannis. Paul George a un rendement inférieur à celui de Lillard. C'est bien moche quand même, Philly, franchement. C'est saison sacrément décevante. Dire qu'on a fait un podcast en se demandant est-ce que c'était pas la bonne année. Mais quoi qu'il arrive, en fait, la saison elle sera déjà décevante. Là, ils vont viser. Je sais pas. C'est le but. On est presque au point où le but c'est d'accrocher le play-in, quoi. Ouais, ou alors, oui, bien sûr. Et s'ils accrochent le play-in derrière, l'objectif c'est de faire une campagne un peu d'escroc comme le Heat. Enfin, pas d'escroc, mais de planquer, parce que le Heat a mérité totalement. De ne pas être dans le tableau de Boston, d'être dans le tableau de Cleveland. C'est ça. Mais bon, ça fait beaucoup de si, quoi. Parfois les planètes s'alignent, mais là l'univers est un peu en bazar pour les Sixers. Après, techniquement, le top 6, bon, on est encore tôt dans la saison. Bien sûr. Ça se rattrape, tu fais une série. Mais comment tu vas faire une série de 11 victoires de suite si Embiid et Paul George, ils jouent pas les back-to-back, tu vois. Et puis tous les soirs, après chaque défaite, même si là ça allait mieux, après chaque défaite, on se dit, la saison est longue, on va se retrouver à 65 matchs. Ils ont encore un peu de temps, ils peuvent accrocher. C'est un peu ma crainte pour eux. Il y a que sur les matchs où il n'y a pas Embiid et Paul George, et ça va arriver encore pas mal de fois à mon avis cette saison, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, c'est là qu'il faut que Tyrese Maxey ait ce statut de joueur qui est capable d'être une star par lui-même, quoi, de faire gagner des matchs à son équipe, parce qu'autour l'équipe elle est plus que correcte, il y a moyen, donc non, voilà, le futur est toujours très incertain pour les Sixers. Je voulais juste être un peu positif, tant on avait été négatif à juste titre à mon sens jusque-là, mais voilà, tu vois, ils ont pas pris une rousse contre une des meilleures équipes de l'Est, donc c'est. Ils jouent contre une équipe qui est elle aussi en back-to-back, qui est privée de son meilleur joueur. Enfin, t'es pas pris une dérouillée, qui pas une grosse attaque. Tu vois, mais c'est vrai, faut avoir des petits objectifs, c'est pour ça. Pas prendre une dérouillée. Voilà. Les petites étapes, les petites victoires à savourer. C'est ça. Allez, Boston a battu Detroit 130-120. 28 points de Jalen Brown, 26 points de Kristaps Porzingis, 20 points de Sam Hauser, Jason Tatum était au repos. Alors, qui d'autre manquait? Drew Holiday. Là, chaque soir, les Celtics, ils se permettent. Tu vois, on joue sans deux de nos gars. Ça fait à Joe Mazzulla, il teste d'autres line-up. Parce que petit à petit, tout ça, c'est des line-up en fait qu'il peut tester dans l'optique des playoffs, de se dire, ok, donc quand je mets Sam Hauser avec Derrick White et Jalen Brown, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Là, il peut se taper les barres. Les Celtics sont 18 victoires en 22 matchs. Mine de rien, ils sont à un match de Cleveland. Ouais, ils sont sur du velours. Cleveland et les Celtics, ils sont à nouveau premiers à l'Est en fait. Ils sont sur du velours, ils ont tellement d'acquis collectifs qui datent même pas que de l'année dernière, mais tu vois là ils peuvent prendre le temps de faire revenir Porzingis qui a fait un bon match, même si Tatum est pas là, il peut souffler un peu. Tu sais que Jalen Brown il va arriver, il va faire des points, des passes, des rebonds. Et ils savent qu'ils ont Peyton Pritchard qui va maintenant, tu sais qu'il est au moins à 18 points en sortie de banc. Tout roule. Ouais. Ils sont vraiment, ils vont être très très durs à aller chercher, Boston. À part un excès de confiance, à part une hécatombe, ça va être dur de les empêcher de retourner en finale, je pense quand même. Mais bon. Je partage complètement cet avis. 27,9 rebonds, 14 passes pour Kate Cunningham qui a noirci la feuille de stats. Mais en vain pour les Pistons. Ils sont revenus un peu sur la fin. Ouais, alors crédit, voilà, ils sont revenus à 5 points à un moment et puis c'est Pritchard. Panier à 3 points. Quoi. Ouais, Pritchard qui remet un panier à 3 points. Je sais plus à combien de la fin. Ouais, mais bon, ils n'ont jamais été vraiment inquiétés, mais effort louable pour les Pistons. Voilà. C'est vrai. Dernier match de la nuit, non? Il y avait. Pardon. Les Nets ont battu les Pacers 99-90. 26 points de Cameron Johnson qui, je pense, est en train pareil. Il est comme Dennis Schroeder à une époque au début de saison. C'est envoyer des cartes de visite, s'il vous plaît. Ouais, je suis là. Qui me veut. Si les Bucks, par exemple, à chaque fois, ces mecs-là, j'ai envie de les envoyer aux Bucks. Mais... Tous les shooters. Les Bucks avec Cameron Johnson. Parce que lui, c'est un vrai bon joueur. Là, pour moi, on est un peu plus que... Là, c'est pas comme quand il y a Jake Crowder qui est chaque année dans les rumeurs et tu dis, tous les candidats au titre vont vouloir Jake Crowder. Jake Crowder, c'est vraiment à la marge, quoi, qui t'apporte quelque chose. C'est la marge des marges. C'est ton 8e homme. Et au milieu, 7e homme. Cam Johnson, là, ça peut être ta 4e option. Ça peut être ta 4e option très solide dans une équipe. Il est vraiment bon. Et du coup, Cam Johnson...
Bon, du coup, les Nets, j'imagine, en demanderont un peu plus, mais il y a peut-être un joueur à aller chercher. Et du coup, il a mené Brooklyn à la victoire. Et Brooklyn a un meilleur bilan qu'Indiana, Shai. Non, mais Indiana, c'est. Tous les jours, on se répète, hein, si vous nous écoutez tous les matins, vous devez dire qu'on radote, mais. C'était deux équipes qui étaient sur une mauvaise série en plus. Les deux étaient sur 3 défaites, je crois, 3 défaites de suite. Ouais. Ah, ça fait 4 pour les Pacers, hein, qui sont. Je disais qu'ils défendaient pas bien. Bon, là, ils prennent moins de 100 points, donc ils ont bien défendu, sauf que ils n'arrivaient plus à attaquer quoi, derrière. Donc c'est. Ils ont pas mis un tir en fait. C'est terrible. Je sais pas. Faudrait que je me penche un peu plus sur la question. J'écoute pas assez ce que dit Rick Carlisle, donc je sais pas s'il a l'air un peu démuni sans solution ou s'ils mettent ça sur le compte de, je sais pas, de la méforme d'un ou deux cadres, si il manque un ou deux joueurs essentiels à leurs yeux, je sais pas. Mais c'est quand même fou d'une équipe qui a été aussi emballante l'année dernière, avec certes un peu un parcours un peu plus facile en play-off, mais il faut quand même gagner les matchs, quoi. Faut sortir les équipes en question. Ouais. Passer là un truc aussi insipide sans avoir changé d'équipe, je comprends pas ce qui se passe. Et tout peut pas s'expliquer par les difficultés d'Haliburton, qui en plus sur le dernier match il met 30 points. Là, je ne crois pas qu'il ait trop vendangé. Il était 8, il fait les meilleures marques de son équipe. Alors, c'est en dessous de ce qu'il a fait à un moment l'an dernier, où, je le répète, mais franchement, sur les premiers mois de la saison, il est dans la discussion du MVP l'année dernière, tellement il était bon. Il mettait des paniers en fin de match, en NBA Cup, il était chaud. Donc là, en fait, il est peut-être juste tout simplement trop important, et il faut qu'il soit... si lui n'est pas à un niveau All-Star, All-NBA... Peut-être que les Pacers sont pas si bons que ça en fait. Et Siakam aussi. Un manque de super talent quoi. Siakam, Haliburton, en vrai, c'est des deuxièmes options. Ouais. Après, et le problème c'est qu'autour, à la limite, tu peux avoir 2 deuxièmes options s'il y a. Il y a peu de mecs qui font la différence, tu vois. Il y a Bénédicte Mathurin, c'est des fulgurances, tu vois. Il n'y a pas encore ça. C'est pas que ça manque de talent, mais ça manque de talent qui a éclos, on va dire. Et moi, j'attendais beaucoup d'Andrew Nembhard. Pour l'instant, il est en difficulté avec son corps, tu vois, les performances ne suivent pas. Là, il était carrément pas là parce qu'il a mal au genou. C'est des petits trucs comme ça. Et par contre, l'ironie, c'est que les Pacers sont toujours 10e pour l'instant à l'Est, en fait. Parce que l'Est est catastrophique. C'est la chance. Il est 8e. C'est la chance, c'est que tu peux, là pour le coup, s'il y a une bonne série, si ça clique, et ça a déjà cliqué avec cette équipe-là, ils peuvent revenir assez haut, quoi. Mais c'est ce que tu peux difficilement faire à l'Ouest. Après, il faut quand même le faire à un moment. Ça, c'est la question. Est-ce qu'ils vont se dire, tiens, il faudrait qu'on fasse un trade? Ils ont encore des joueurs qui ont une belle valeur, hein, tu vois. C'est fou. Miles Turner, tous les ans, il était à 2 doigts de se faire trader. Au final, il fait une super saison dernière. Là, j'ai pas assez regardé sa saison en détail. Même quand j'ai regardé les matchs des Pacers, je l'ai pas trouvé très influent. Donc, là, j'ai pas de message très rassurant pour les fans des Pacers, malheureusement. J'en ai dans mon entourage. Ne ris pas, ça existe, les fans des Indiana Pacers, même en France. Ouais, il y en a qui ça a poussé un petit peu. Ouais, mais voilà. Ouais. Non, j'avais rien de plus à ajouter. Voilà. Quelques petites infos sur la NBA. Kevin Durant sera absent au moins 1 à 2 semaines parce qu'il devrait être réévalué d'ici 1 à 2 semaines pour sa petite blessure à la cheville. Pour les Pelicans, Zion, on a appris que les Pelicans ne couperont pas Zion. Bon, on s'en doutait déjà. L'objectif est toujours de construire autour de lui. De toute façon, même si l'objectif était le contraire, je pense que dans ton intérêt, tu le dirais pas, parce que ça veut dire que tu veux peut-être le trader. Et si tu te mets à dire, non, on n'en veut plus de ce mec-là, tu vas pas obtenir la meilleure contrepartie possible. Mais oui, sans surprise. Il va revenir, ils veulent le faire revenir, ils espèrent le voir revenir dans 15 jours. Il y a le temps d'enquiller les défaites encore, malheureusement, pour les Pelicans. Mais bon. C'est ça, il faudrait qu'il y ait un petit réveil, quoi. Ils sont à 4 victoires de moins que les Blazers, qui sont 13e. Et il faut rappeler la plus impressionnante de la ligue. Il faut rappeler, puisque si on évoque le fait qu'il est susceptible d'être coupé, parce que ça va peut-être en choquer quelques-uns qui n'ont pas suivi les détails contractuels, mais c'est juste que Zion a des clauses dans son contrat au niveau de sa santé, de sa condition physique, de son poids, qui permettent une certaine latitude aux Pelicans pour pas s'embourber un contrat gigantesque si le gars ne peut pas jouer, quoi. Donc théoriquement, il est éligible à un cut si ça continue de ne pas aller. Mais bon, ils vont pas aller dans ce sens-là, dans tous les cas. Je pense là, ils vont essayer de le faire revenir dans 2 semaines. Ils vont voir ce que ça donne, si ça enclenche quelque chose, s'il est capable d'enchaîner les matchs, parce que c'est toujours le problème avec lui. Ensuite, on verra. Il sera temps de réfléchir à ce qu'ils vont faire avec lui. Ouais. Bonne nouvelle pour les Français en matière de WNBA, vu que Rachid Méziane va être nommé sur le banc de Connecticut. Incroyable, j'ai été pris de surprise. C'est une excellente nouvelle.
Rachid Méziane, ancien assistant en équipe de France, sélectionneur de l'équipe de Belgique, l'équipe qui pratique le plus beau basket au niveau international chez les filles, de mon point de vue. Rachid Méziane qui coach qui coachait, parce qu'il a été libéré du coup, la super équipe de Villeneuve en LFB. Il a été champion, il était en finale de l'Euroleague. C'est quand même incroyable, avec un effectif qui est pourtant pas le plus clinquant. Il y avait des bonnes joueuses, mais c'était pas non plus les superstars qu'on peut retrouver parfois en Euroleague chez les filles. Et Rachid Méziane qui a signé pour 3 ans, 3 saisons au Connecticut Sun, en plus l'une des meilleures équipes de la ligue. Donc il vient pas. Il fait demi-finale de conférence, enfin demi-finale. C'est ça. Il vient pas dans une équipe en reconstruction ou avec des jeunes. Il vient dans une équipe qui est ambitieuse, en tout cas pour l'instant, avant qu'on voit ce qui se passe dans la free agency et tout ça. Et c'est le premier coach européen à avoir la position de head coach en WNBA. Il y avait James Wade qui par alliance est devenu français et qui a été champion avec Chicago, marié avec Edwige Lawson, l'ancienne internationale française. Mais français de naissance et européen de naissance, c'est le premier à avoir cette opportunité. Et puis c'est un français et c'est le coach en vogue en ce moment dans le basket féminin européen et peut-être du coup mondial. C'est un gros challenge qui s'offre à lui et je suis très impatient de voir ce que ça va donner. En tout cas, on va le suivre. Le Sun aura encore une belle équipe à mon avis. Et c'est l'équipe aussi où a été draftée Leila Lacan, internationale française. Donc il y aura peut-être une association, si toutefois elle y va rapidement. Je ne sais pas encore quels sont ses projets, mais voilà, très bonne nouvelle, je trouve, même pour le coaching français. C'est la preuve qu'il y a des très bons coachs français aussi et que les Américains sont prêts à faire confiance à nos coachs, voilà, même si c'est le coach de la Belgique et pas le coach de la France, même si personnellement j'aurais pas été contre le voir en poste à un moment, ça arrivera peut-être un jour. Pour l'instant ces gens aimaient Toupane, mais voilà, très belle nouvelle pour le basket et le coaching français avec l'arrivée de Rachid Méziane à Connecticut. Ouais, on suivra évidemment avec attention ça au moment de la reprise de la WNBA. Et on espère que ça marchera bien du coup pour Rachid Méziane, c'est clair. Petit mot d'Euroleague, juste des résultats. Monaco a perdu contre l'Olympiakos 89-80 avec 19 points d'Evan Fournier notamment pour l'Olympiakos. C'était le Spanoulis contre l'équipe où il est une légende, donc ça devait être un peu particulier pour lui. Et Monaco, du coup, j'ai vu un peu Monaco était dans le match. C'est dans les 5 dernières minutes qu'ils perdent le match, juste après avoir affronté le Pana. L'enchaînement était peut-être un peu rude. Voilà. Milan a battu l'Étoile Rouge 101-86. Il y a eu 20 points de Fabien Causeur quand même. Toujours là. Incroyable. Le vétéran Fabien Causeur. Et Bologne a perdu contre Berlin. C'était le choc un peu des mal classés. 90-88 pour Berlin. Isaac Ordini n'a pas fait son meilleur match. Je crois qu'il met 8 points, 3 rebonds pour Isaac Ordini. Ouais. Voilà pour l'Euroleague. On va s'arrêter là-dessus, Shai. Yes. On se retrouve tout à l'heure pour un podcast. C'est la petite surprise du jour. Aujourd'hui, il y aura un podcast en plus. On l'avait promis qu'on ferait dans la semaine un podcast à thème. Ça sera pour aujourd'hui et on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée.